Bonsoir et merci à vous d'être là. Nous accueillons ce soir la leçon inaugurale du Collège international de photographie. C'est la 4e que nous accueillons ici à la Cité de l'Architecture et c'est la 6e depuis le début du collège, c'est ça. Et donc nous accueillons aujourd'hui l'artiste et photographe Driss Aroussi et bien sûr Michel Poivert. Le travail de Driss Aroussi emprunte plusieurs pistes de recherche à travers différentes techniques de photographie argentique et numérique, la vidéo, le dessin. Il navigue entre expérimentation en développant avec finesse un processus créatif de l'ordre du bricolage et un travail proche du documentaire se situant à la lisière de la fiction. Il associe une forme d'engagement politique à l'envie d'inventer à partir de l'endroit où il se trouve. Une part de son travail explore les questions du processus qui fait advenir l'image. Il s'intéresse par ailleurs au travail manuel, à la question du labeur, dans le contexte de chantiers qu'il a longuement observés, de zones agraires, de lieux arides. Son travail a été exposé en différents endroits, notamment au Centre photographique d'Île-de-France. Il a été soutenu par plusieurs bourses de recherche. Il a effectué des résidences artistiques au Mali, au Liban, au Japon, à Paris. Le film qu'on verra, Borgel Meshkouk, pardon pour la prononciation hasardeuse, vient d'être primé au festival Corsica Doc et sera présenté au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Une dernière chose, le travail de Driss est présenté dans les livres 50 ans de photographie française et Contre-culture dans la photographie contemporaine de Michel Poivert, ainsi que dans l'ouvrage de Marc Leno, Jouer contre les appareils. Alors, je présente tout de même Michel Poivert pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Nous l'invitons chaque année, mais il y a encore des nouvelles personnes. Avant tout, je te remercie, Michel, pour ta longue collaboration avec notre programme. Depuis le programme Images Cité qui existe depuis bientôt 10 ans et tu nous as accompagnés depuis le début, je t'en remercie. Michel Poivert est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il a fondé la chaire d'histoire de la photographie. Il est critique et commissaire d'exposition. En 2018, il a fondé le projet du Collège international de photographie dédié à la transmission et à l'expérimentation du savoir-faire photographique. Quelques ouvrages de référence récemment publiés, La photographie contemporaine en 2018, 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours en 2019, Contre-culture dans la photographie contemporaine en 2022, et récemment, Michel Poivert, qui collabore fréquemment à des ouvrages avec des photographes, a publié donc de Denis Brillat, Les oignons, Pierre-Élie de Pibrac, Akanaï et Sonzai, Manon Langouer, Les particules, le conte humain d'une eau qui meurt, Alice Palot, Algues maudites, tous ces ouvrages viennent d'être publiés les mois précédents. Je vous passe la parole et à tout à l'heure. Donc on se retrouvera pour un débat à l'issue des projections et de la discussion entre Michel et Driss. Bonsoir à toutes et à tous. Merci mille fois, Aude, de nous accueillir dans ce programme. C'est une vraie fidélité. On a la chance de bénéficier pour nos invités d'un équipement extraordinaire, d'un enregistrement professionnel. Ça fait archive et on est vraiment toujours heureux et honoré d'être dans ce bel endroit. Alors, la leçon inaugurale du Collège international de photographie, c'est pour nous l'occasion d'accueillir des artistes, chercheurs souvent, qui nous montrent des voies où la photographie, sous des formes extrêmement diverses, et le film. On avait montré avec Valérie Jouvossi en avant-première son film il y a 2 ans. C'est pour nous une manière de lancer un petit peu l'année sous les auspices d'un travail qui nous a stimulés. Alors bonsoir Driss. Driss a été un des artistes invités lors de notre première université d'été et avec nos étudiants, tu t'étais livré à des expérimentations, tu l'as rappelé Aude,
ou le photographique sous des manières parfois tout à fait inédites s'immiscent dans le travail de création. Mais comme c'est la leçon inaugurale et qu'on se voit en public finalement assez rarement, je vais vous donner aussi quelques nouvelles et remercier ceux qui nous accompagnent dans le projet du Collège international de photographie. Le travail d'implantation à Brie-sur-Marne dans la maison de Daguerre avance. Le travail de l'architecte qui a été choisi par la mairie va donner lieu dans les semaines qui viennent à un avant-projet sommaire et on espère donc, mais ça c'est technique, que le permis de construire soit déposé courant du mois de janvier et ensuite nous aurons encore, avant de commencer, un travail de financement à accomplir pour vraiment lancer le chantier de ce projet. Mais ça ne nous empêche pas d'exister, la preuve c'est qu'on est là et que le but à atteindre nous motive. À côté de nous, eh bien, il y a le ministère de la Culture et je remercie la délégation générale à la création artistique et le département de la photographie, toute l'équipe de Fanny Escoulen qui nous a encore cette année octroyé une bourse de recherche, c'est très important pour nous, mais bien sûr aussi la DRAC Île-de-France qui finance avec nous des projets éducatifs et artistiques tout à fait passionnants. Et je remercie notre vice-président Francis Joly d'être le bras armé vraiment des ateliers avec les artistes. C'est un travail de suivi tout au long de l'année. Il y en a souvent un, parfois deux, parfois trois. Donc c'est véritablement quelque chose qui met au contact les photographes à travers la question des savoir-faire et des populations qui n'ont peut-être pas toujours accès à la création photographique. On a vécu aussi une très belle aventure l'année dernière grâce à Jean-François Rochebos qui pilote la photographie à l'école du Perret. On a fait un partenariat avec l'école pour que les étudiants viennent dans la maison de Daguerre réaliser des exercices de création pour leur diplôme. Donc ça a été un moment fort pour nous. On a travaillé aussi dans le domaine de l'édition puisqu'on a sorti à la suite des ateliers de Fausto Uru un très beau livre intitulé 2 jours et nous sommes d'une certaine manière un petit peu aussi au collège éditeur, même d'une façon perlée, mais nous réussissons sur nos budgets à sortir des ouvrages qui sortent du lot, qui sont un petit peu différents. Nous venons de recevoir plus d'une centaine de projets pour la nouvelle bourse de recherche de cette année. Je voudrais remercier Étienne Hatt et Aurélie Petrel. Étienne, le critique de Art Press et commissaire d'exposition, et Aurélie Petrel, l'artiste et l'enseignante, qui font ce travail de défrichage pour nous. Et ils ont beaucoup travaillé pour sélectionner là, les 10 dossiers sur lesquels on va débattre dans les semaines qui viennent. Je voudrais remercier aussi mon université de tutelle, l'Université de Paris 1, qui accueille régulièrement des colloques en partenariat avec le collège. On a fait une formidable journée d'études et d'entretien le mois dernier sur la question de l'archive et de la création contemporaine. Donc merci à cette noble institution. Et puis aussi, on a noué une belle relation avec Emmaüs Solidarité, avec qui on a fait un partenariat pour l'exposition de Laurent Lafolie le mois dernier, enfin au mois d'octobre plus exactement. Donc à Paris, c'était une installation extraordinaire qui a montré à quel point j'allais dire l'exigence artistique, et ça on y tient beaucoup, rencontre toutes les populations de la société. Et puis, pour terminer avec les remerciements, dire aussi que la Fondation des artistes nous a bien accompagnés l'année dernière avec un magnifique travail piloté par notre secrétaire générale, Caroline Stein, auprès de la photographe Alexandre Catière, qui a fait un travail auprès des résidents de l'EHPAD de Nogent-sur-Marne. C'est l'EHPAD qui appartient à la Fondation des artistes, qui recueille uniquement des artistes. Et donc, jusqu'au fin fond de l'existence, la création est là et on fera une restitution à Paris avec une édition du travail d'Alexandra Catière. Merci. Enfin, vous allez dire que c'est long, mais on est vraiment très bien entouré. Aux tireurs, aux professionnels dont on bénéficie en permanence des conseils. Je pense à Diamantino, à Philippe Guilvard et à tous ceux qui nous ont rejoints récemment dans l'aventure, comme Guillaume Jeunesse. Vous voyez, on a les plus grands tireurs autour de nous pour nous conseiller. Et puis, ma foi, une association, c'est aussi des bénévoles. Donc je voudrais remercier ceux qui pilotent le site, Cindy Ourdebet, ou qui nous donnent des conseils comme Léa Miranda sur la question notamment des ayants droit. Voilà, c'est pas un pince-homme, c'est vraiment un plaisir de remercier tous ceux qui nous aident tout au long de l'année. Alors moi, c'est un plaisir de recevoir Driss parce que non seulement on s'était rencontrés au moment de l'université d'été, et
je commençais à découvrir ton travail photographique, mais j'ai été tout à fait étonné de voir que tu pouvais toucher à des formes de pratique. On a parlé de bricolage qui pouvaient être très manuelles, mais j'ignorais encore à cette époque-là que tu étais aussi un homme de film, un homme de cinéma. Et je l'ai découvert au moment où tu m'as fait partager Sisyphe, qui est un film que j'ai trouvé extraordinaire, qu'on va voir d'ailleurs en premier lieu ce soir. Sisyphe, d'ailleurs, alors, je parlais de Caroline Stein, je suis à ses côtés, membre du comité d'acquisition de la Fondation Neuflis OBC, et on a acquis ce film tellement on l'a trouvé extraordinaire. Et on va le voir enfin en grand écran. Je ne l'ai jamais vu en grand écran, donc moi je suis ravi d'être là ce soir pour cette occasion. Et puis ton tout nouveau film, les deux n'ont jamais été présentés en salle à Paris. C'est pour ça que c'est vraiment une occasion. Driss, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire d'abord comment est venue l'impulsion de faire du cinéma? Parce que je sais que, à la différence du bricolage, c'est très cher, il faut des équipes, tu te déplaces. Et comment tu mets en œuvre des projets cinématographiques à côté de ton travail photographique qu'on verra aussi après? Déjà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci Michel. Merci Aude de m'accueillir. Déjà, dans tous les cas, je suis photographe, artiste photographe dans un premier lieu. Et les projets cinéma, en fait, ils viennent du fait d'avoir envie de mettre en mouvement des idées ou essayer de sortir de l'image plane pour essayer de raconter des histoires. Et voilà, c'est comme tu le disais, c'est une autre mécanique, c'est d'autres moyens, d'autres manières de penser et de faire. Et l'idée de Sisyphe, en fait, j'ai fait une école d'art, et dans les écoles d'art, on apprend à toucher à plusieurs outils de travail, plusieurs médiums. Et déjà, quand j'étais en école d'art, j'avais fait des petites vidéos que j'avais présentées à mes différents diplômes. Et pour Sisyphe, j'avais en 2015 ou 16, il me semble, j'avais fait avec une petite caméra DV, j'avais tourné des images, mais j'avais pas nécessairement l'idée de faire un film comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Et voilà, donc j'avais donc cette matière-là, je l'ai un peu montré à deux copains et deux copines, et on en a un petit peu discuté. Et, à partir de là, j'ai commencé à écrire. En tout cas pour Sisyphe, un premier scénario ou une première histoire. Et après, j'ai commencé à chercher des fonds ou des personnes qui pouvaient m'aider à réaliser et produire le film. C'est vrai que c'est différent que de travailler tout seul avec son appareil photo dans son coin. Là, ça engage des personnes, des moyens pour faire les choses au moins le mieux possible avec, c'est des micro-moyens, et ça n'empêche pas de faire les choses. Je suis toujours, en fait, même dans la fabrication des films, c'est une forme de bricolage parce que ça se fait de manière très empirique. Je suis un professionnel de rien, mais en même temps, j'essaie de faire avancer des idées ou des propositions artistiques, et c'est toujours des histoires, un travail collectif ou un travail de groupe. Même si c'est moi le réalisateur, c'est tout le temps, en tout cas pour les films, c'est un travail collectif où je demande à telle ou telle personne d'être chef opérateur, être au son, être au mixage, être à l'étalonnage, etc., etc. Donc voilà, moi je travaille en groupe dans ce genre de propositions. Alors ce soir, on a organisé la soirée comme suit. On va projeter les deux films. Alors Sisyphe, qui est le plus ancien et le plus court. Il fait une quinzaine de minutes. Il fait 12 minutes. 12 minutes. Et puis on aura juste un noir et hop, on enclenchera sur le second film qui lui dure 32 minutes et qui s'appelle Barj el-Meshkouq. Voilà, merci. Qui veut dire la tour fissurée. La tour fissurée. Et puis après quoi on remontera sur scène. On échangera pour comprendre ou en tout cas interpréter ou discuter sur les films. Et puis, on aura aussi un temps sur ton travail photographique qui s'enchaînera, où la thématique notamment du chantier sur laquelle on s'est arrêté permettra de donner une espèce d'effet d'équilibre entre le travail filmique et le travail photographique. Oui. Merci. Alors, on y va, on s'installe pour la projection. À tout de suite.
Bien, merci Driss pour cette projection sur cet grand écran de ces deux films qui forment, je crois qu'on peut le dire, un vrai diptyque par leur univers, par aussi la singularité de ce personnage qui est j'allais dire le même acteur, c'est pas un acteur en réalité, hein. C'est mon oncle, et dans le premier film, Sisyphe, c'est vraiment son métier. Donc il casse des cailloux. Et pour Barj Meshkouk, en fait, comme c'est un film qui est plus écrit, il joue un rôle tout en n'étant pas véritablement acteur. En fait, il joue ce qu'on lui demandait, ce que j'avais écrit, et il joue ce rôle de personnage en fait qui est là dans ce film. Alors ces deux films, moi en les revoyant là ce soir, je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, j'ai pensé à Beckett. J'ai pensé à Beckett parce qu'il y a quelque chose autour de l'impossible, autour d'une forme d'absurdité des choses, d'un effort surhumain permanent, et en même temps d'une concentration du personnage sur son action, une extraordinaire révérence, si je puis dire, à la nature sous ses diverses formes. Il n'y aurait pas quelques tout petits détails comme le téléphone ou quelques éléments d'habillement dans Sisyphe, on pourrait quasiment pas dater une existence comme celle de ce personnage. Ouais, c'est en tout cas pour au-delà du fait du téléphone portable, c'est vrai qu'il y a cette envie de ne pas nécessairement poser une date ou une période, mais après je me suis quand même je voulais aussi que ça s'inscrive dans une contemporanéité et qu'on sache que c'est aujourd'hui, en tout cas pour Barj Meshkouk, quand on entend le téléphone sonner, qui parle au téléphone. Mais c'est vrai que ça pourrait se passer à n'importe quelle période. Et les problématiques qu'on retrouve dans Barj Meshkouk, en fait, c'est des problématiques qui sont d'aujourd'hui, mais qui existent depuis X nombre d'années. Et après, pour le fait qu'on est dans quelque chose de absurde, il y a un petit peu de ça, autant dans Sisyphe que dans Barj Meshkouk. Il y a un personnage, j'aime bien aussi le fait d'avoir un personnage qui soit là, qui incarne en fait un bonhomme qui soit perdu au milieu de nulle part, qui soit dans des activités qui semblent d'une autre, qui soient quasi anachroniques en fait, les actions qu'il puisse mener. Et j'aime bien en fait, y a quelque chose aussi de fantastique autant dans le premier, dans Sisyphe, que dans Barj Meshkouk. Et c'est en tout cas c'est un peu le moteur de l'écriture de ce type de film. C'est parler de questions importantes, le travail, les problématiques d'eau, mais aussi amener quelque chose qui échappe aussi à ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors il y a peut-être dans Sisyphe, ça apparaît peut-être plus directement, parce que peut-être c'est le premier qu'on a vu, en tout cas la première perception, c'est la manière dont tu formalises aussi. Il est assez étonnant de voir comment le travail de forçat de cet homme résonne esthétiquement comme du land art, de l'art minimal, de la performance. Alors, on sait quelle est ta culture d'artiste contemporain. Tu vas sur les lieux d'origine de ta famille, étendue ou pas étendue d'ailleurs. Et là, il y a aussi un résumé peut-être d'une reconnexion à deux mondes qui sont les tiens, mais où tu regardes le travail de Sisyphe, si je puis dire, avec un regard qui est informé de toute l'histoire de l'art contemporain. C'est aussi un travail qui vient, comme tu le disais aussi, d'une certaine manière de mon histoire, déjà pour le travail sur les chantiers de construction, sur le monde ouvrier ou des travailleurs. Donc ça, c'est déjà un point de départ. Et on va dire cette culture du travail manuel, ouvrier, etc., c'est quelque chose qui est un peu en moi. Et le fait là d'aller au Maroc, et tourner pour Sisyphe ou pour Barj Meshkouk, et de saisir aussi, parler de ce monde du travail manuel, c'est vrai que c'est aussi une forme de reconnexion. Et par exemple, comme je te le disais à l'instant,
Sisyphe, c'est son vrai métier, c'est mon oncle qui travaille dans cette carrière à ciel ouvert. Mais pour Barj Meshkouk, en fait, quand il va essayer de désabler les irtarat, donc ces systèmes qui permettent d'utiliser les eaux souterraines, c'est aussi en fait un métier non, c'est une pratique qu'avait mon grand-père et mon père. En fait, comme c'est des systèmes d'usage des eaux souterraines qui sont partagés parmi les villageois. Donc chacun son tour, en fait, devait désabler, entretenir. Et mon père et mon grand-père travaillaient avec d'autres villageois à essayer d'entretenir ce système qui permet, quand il pleut pas, ou très peu, t'essaies d'utiliser des systèmes pour puiser de l'eau souterraine. Et donc voilà, c'est aussi ça qui fait que je me reconnecte plus ou moins avec cette histoire du travail ou avec l'histoire des Irtarat. Et je parlais de formalisation, mais dans les deux cas aussi, une approche très allégorique, parce que tu n'as pas appelé Sisyphe pour rien. Déjà, pour le premier film, le sentiment que, d'ailleurs le personnage le dit, la pierre est immortelle et l'homme mortel, et donc en fait, il va casser des cailloux pour, j'imagine, réaliser des travaux de maçonnerie après ou de construction. Oui. Mais on a l'impression qu'il est vraiment seul au monde. Je ne sais pas s'il travaille de cette manière-là, complètement isolé, mais que c'est sans fin, quoi. Il y aura toujours des cailloux à déceler et à casser, quoi. C'est un peu l'idée. Déjà, dans le concret, c'est ça. Il est seul, quasiment. Donc il fait, comme on peut le voir, en fait, des petits monticules de cailloux que les gens, les habitants des villages voisins viennent lui acheter. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de fabriquer les choses, en fait. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéressait de ramener différentes questions autour de ce personnage et de voir, en fait, tout en étant entre deux, ni être sur une forme documentaire, mais en essayant d'amener quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, essayer de parler de son travail, du fait que il est tous les jours là pour essayer, comme Sisyphe, en fait, tout le temps en train de travailler et essayer de vivre avec ça, et une espèce de rythme quotidien, de choses qu'il fait tous les jours et qui est sans fin, en fait, comme tu le disais, en fait. Donc c'est quasiment absurde. Bon, après, j'avais lu aussi Camus qui parle de ça, et ça venait aussi un peu de ça, en fait, l'idée du titre. Et dans La Tour fissurée, je vais le dire en français, dans La Tour fissurée, donc là, le récit prend plus de temps, il se déplie plus largement. Il y a aussi je parlais de la relation à la nature, cette relation aux animaux. La scène où il siffle et où l'oiseau vient, cinématographiquement, c'est incroyable, cette histoire. Ouais, ça, c'est les chances du cinéma, on va dire, ou d'être là au bon moment. On était sur le tournage on allait vers la tour et on tournait, et à un moment on s'arrête pour faire la scène avec la scène qu'on a là, avec quand il boit, quand il se repose, qu'il boit, etc. Et l'oiseau est venu tout seul comme ça nous saluer. On était tous, c'était un moment extrêmement poétique, et on était tous ultra heureux de voir ce moment-là, qui était vraiment un moment magique. Et heureusement, là, on avait la caméra, on avait le chef opérateur qui était disponible à ce moment. Et c'est pour ça que je te disais en amont que c'est aussi un travail d'équipe, parce que y a des moments, il faut être à plusieurs pour pouvoir saisir des moments comme ça qui sont précieux, magiques et furtiles, et il faut savoir les saisir. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est ce petit oiseau là qu'on voit. C'est si on a bien vu dans le premier film aussi, on voit un oiseau à la fin, en fait, de Sisyphe. Et c'est peut-être c'est comme il travaille, en fait, sur sa montagne habituellement. Il est régulièrement, en fait, en connexion avec les oiseaux, parce qu'il les nourrit et qu'ils viennent le voir, et il prend des micro-moments comme ça où il sifflote avec eux et ils lui répondent. Et là, c'était un moment magique qu'on a pu filmer. Et c'était... Alors, autre moment magique, s'il en est, et
qui finalement retourne complètement le film de la tour fissurée. Et ça, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu l'as imaginé et comment tu l'as mis en œuvre. C'est bien sûr le sténopé que forme l'habitacle, presque la caverne, j'allais dire. L'eau ne viendra pas, par contre, on a l'impression que cet homme découvre la projection lumineuse, on va dire découvre la photographie, et que si l'eau manque, l'image arrive d'une certaine manière, et tu fabriques cet étonnant plan de fin, qui est une sorte de travelling inversé, je ne sais pas, comme un travelling d'ombre inversé, où là aussi on se rend compte que l'image, elle est antique, si je puis dire, ça on le sait, mais pour le coup, alors comment tu as écrit cette partie du scénario, est-ce qu'il y a une part de hasard, est-ce que voilà, comment s'est passé, parce que on est vraiment surpris et enchanté au sens propre du terme de la découvrir. Donc, en fait, le film, il débute. La construction du film, en fait, elle s'est faite à partir de la caméra obscura, parce que comme on le disait tout à l'heure, je suis un bricoleur, un expérimentateur de la photographie, et c'est une question qui est extrêmement importante. Et pour moi, la caméra obscura, le sténopé, c'est la magie de la photographie. Et donc ça, c'était donc je venais de terminer Sisyphe. Et j'avais envie de travailler sur cette question de caméra obscura pour essayer un petit peu de lier mon travail d'expérimentation photographique avec le monde du travail, le film, etc. Donc ça, c'est le point de départ, c'est vraiment l'idée de comment on peut faire une caméra obscura. Et après, je me suis intéressé en fait à une figure un petit peu importante du Moyen-Âge qui s'appelle Ibn Hatem, qui est un savant en fait qui a expérimenté la caméra obscura, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Manazil, qui est le livre de l'optique, et qui a été pas mal utilisé, il me semble, pendant la Renaissance, par les Italiens, les peintres. Et donc ça, c'était un petit peu un point de départ, la question de la caméra obscura, et j'ai essayé de voir comment je pouvais travailler cette question d'image projetée dans un contexte dans le sud du Maroc, dans ce contexte-là. Ça a mis un peu de temps avant de se décanter, avant de trouver comment associer la question de l'eau et la question de la caméra obscura. Ça s'est fait au fur et à mesure, en visitant, en me baladant dans différents endroits. Puis à un moment, j'ai réussi à faire la connexion entre cette caméra obscura et le fort qu'on voit ici. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire une histoire qu'on voit en fait le déroulé de l'histoire qui est à peu près assez proche de ce que j'ai écrit. Voilà, c'est un peu ça mais c'est vraiment le point de départ, c'est l'idée de la caméra obscura et à partir de là, comment je peux l'appliquer ou comment je peux fabriquer un récit narratif autour de cette question, parce que il me semble que ça n'a jamais vraiment été parlé ni filmé. Et après le coup de chance de trouver ce barch, donc cette tour qui devient en fait le réceptacle de cette image immatérielle qui est projetée. Mais donc la projection, elle est bien réelle. Ah oui, elle est réelle. Parce qu'elle est d'une netteté incroyable. Elle est réelle. Ouais. C'est pas très compliqué en fait. Une caméra obscura, c'est juste. Encore faut-il que ça fonctionne. Mais tant que ça marche. Si la lumière est puissante. Ouais. On a quand même beaucoup travaillé avec le chef opérateur et avec bien sûr avec toute l'équipe, avec aussi l'acteur Mustapha. Pour essayer d'être au bon moment, faire la bonne captation, parce que on peut imaginer qu'il y a du vent. Donc on avait construit tout un système dans la tour qui nous permettait d'avoir suffisamment de lumière pour avoir cette image. Et c'est aussi une forme de, sans trop tout dévoiler, mais c'est aussi une espèce de mise en abîme du procédé photographique et du cinéma avec ce dernier plan. C'était ça aussi l'envie que j'avais en tête et qu'on avait en tête avec l'équipe de travail. Et on pense, on souffre un peu avec lui quand il travaille. Il faisait très très chaud quand vous étiez, on l'imagine, mais
Il faisait chaud. On était on a une partie du film a été tournée sous terre, donc dans ce qui reste des tunnels, donc avec le chef opérateur donc Stéphanos Mangriotis et Alexandre Frigoult qui est l'ingénieur son. On était tous les trois avec Mustapha Haroussi donc sous terre. On avait des longs temps de préparation pour faire des prises de vue. Après au niveau matière, on a été assez efficace, c'est-à-dire qu'on a eu très peu de rush. Mais oui, il faisait chaud. Je m'étais organisé pour aller peut-être ne pas aller dans la pire des périodes, mais il faisait quand même assez chaud et on a réussi à se débrouiller, à avoir la matière qui est présente. On pense aux événements qui ont eu lieu il y a quelques mois du séisme. C'est dans cette région? Elle a été touchée, cette région, ou pas? Non, c'est pas la même région. Mais par exemple, ce système de Rtarak, en fait, il faut imaginer des aqueducs inversés qui sont souterrains. Donc on a tous les monticules de terre qu'on voit, en fait, c'est la terre qui a été extraite pour faire des puits. Et en fait, on a des canaux qui sont reliés par ces puits. En fait, c'est des puits d'aération qui permettent en fait aux personnes de se glisser et des sablés ou enlever, entretenir en fait ce système d'usage des eaux souterraines. Et ça, c'est un système un peu ancestral qui existe dans le Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur ça, entre autres, pour citer un peu quelques personnes. Il y a une dame qui a fait une thèse qui s'appelle Sylvie Spoeri, qui a écrit sur ça. Il y a Mohamed El Faiz qui a écrit aussi sur ça. Il y a Thierry Roux et son camarade, j'oublie son prénom, qui s'appelle Marga, qui ont écrit aussi sur ces systèmes en fait, qui permettent d'utiliser les eaux souterraines. Quand il pleut pas, il faut trouver des manières de récupérer un petit peu d'eau dans les poches ou dans les nappes phréatiques. Et voilà, donc mais ça existe aussi à Marrakech, quand tu disais ce qu'il y a eu par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu à Marrakech, ça existe aussi ce système de Rtarak, qui peut s'appeler aussi Kanet, selon les régions, et ça doit porter aussi d'autres noms selon les autres endroits du globe. Alors peut-être on peut maintenant projeter quelques photographies, parce que tu le disais tout à l'heure, tout ça est né aussi de ta passion ancienne pour le chantier, le travail, les outils. Alors cet univers, quand on connaît un peu ton travail, ça fait vraiment longtemps que tu arpentes les chantiers, mais enfin en tout cas que tu es familier de ces figures-là. Ça nous étonne pas maintenant qu'on a vu les films, on aurait pu le faire dans l'autre sens. On a vu les outils tout à l'heure qui étaient magnifiques d'ailleurs. Quel était le geste que faisait notre personnage? Il mettait un peu d'eau sur les outils. En fait, le fait de mettre de l'eau sur les outils, ça permet que le bois se charge d'eau et après il met un petit peu de terre, donc ça empêche que la masse elle sorte du manche. Oui, donc ça fait gonfler un peu le bois. Ça fait un petit peu gonfler. Après, il y a un petit côté presque magique dans ce qu'il fait. Oui, j'avais l'impression que c'était un petit rituel. C'était ça qui était intéressant. C'est un petit rituel plus qu'autre chose, quoi. Mais le chantier, en fait, c'est c'est un contexte que je connais parce que c'est un travail que j'ai commencé depuis 2005-2006 avec des photographies d'ouvriers, des objets, des lieux, des vêtements, etc. Donc c'est vrai que ça résonne bien avec les deux films qu'on a vus. Et donc je poursuis ce travail qui est un peu un travail qui est sans fin, en fait, je peux le continuer. Mais sur le long cours. Mais donc ça veut dire que régulièrement tu vas sur les chantiers ou tu les observes ou Non, j'y vais. En fait, ça dépend. Des fois, j'y vais. J'ai des envies d'aller faire des images et alimenter en fait le corpus d'images. Après, de temps en temps, ça m'arrive aussi assez régulièrement d'avoir des commandes, des commandes qui viennent d'institutions dans le sud-est de la France et qui me demandent de faire un espèce de suivi de chantier, un suivi artistique avec des photographies. D'objets, d'éléments. Et il y a toujours ce rapport à la sculpturalité, mais il y a aussi la présence des ouvriers, des travailleurs qui sont là. C'est toujours présent de manière sous-jacente.
Oui, donc ce mode opératoire est suffisamment identifié pour qu'on te passe commande effectivement de témoignages de chantier, mais d'une manière, on l'a compris, qui n'est pas une manière... C'est pas un reportage. C'est pas ni un reportage, ni des images qui pourraient servir, je dirais, à communiquer, etc. C'est vraiment une archive, comment on peut dire. Ouais, c'est une archive. En fait, c'est souvent des gens, en tout cas les quelques commandes que j'ai eues, c'est des gens qui travaillent dans la culture et qui sont en connexion avec le bâtiment ou les personnes qui vont construire le bâtiment et qui me proposent de faire ce suivi de chantier tout en connaissant mon travail. Il n'y a pas de surprise en fait. Moi, je leur dis, je fais pas des reportages, je travaille sur la présence humaine, sur cette fragilité, etc., etc. Et voilà, j'y vais de manière assez simple. C'est souvent des situations qui sont existantes. En fait, je fais très peu de mise en scène, parce qu'il y a déjà tout est là, donc il y a juste besoin de regarder et d'appuyer sur le déclencheur quasiment. Je travaille aussi avec des outillages très, très simples, 24-36 encore en argentique, ou avec un petit moyen format. Et voilà, j'arpente les chantiers à essayer de saisir des moments qui sont pas très précieux, mais qui parlent du chantier, du travail, du temps qui se déroule, et voilà, de tout ça. Alors tu en parles comme un petit peu par rapport au film, d'une manière presque un peu universelle, mais comme la question de l'eau tout à l'heure était une question à la fois écologique, économique et politique, ta vision des chantiers, est-ce que voilà, qu'est-ce que tu y mets de questionnement social, historique ou politique? Qu'est-ce que le monde du chantier représente pour toi, on pourrait dire, comme enjeu iconographique, plus que photographier d'autres domaines? Déjà, comme je le disais, c'est un espace que je connais parce que historiquement, je viens d'un milieu ouvrier, même si c'est pas les chantiers de construction. Après, je trouve qu'il y a plusieurs questions. Donc, il y a la question sociale qui est extrêmement présente dans ces chantiers de construction. Après, il y a des questions un peu plus esthétiques ou sociales qui sont intéressantes, mais je trouve que c'est des endroits qui sont... Après, c'est peut-être aussi une forme de prolongement d'une certaine photographie, des manières de poser la question du travail de manière contemporaine, mais aussi être sur des réflexions qui poursuivent les travaux de gens comme Lewis Hines ou Walker Evans, mais avec d'autres temporalités, avec d'autres propositions, avec d'autres points de vue. Mais voilà, c'est aussi parler d'aujourd'hui au travers des chantiers de construction, et parler du aujourd'hui du aujourd'hui travail manuel dans ces espaces-là, qui sont des espaces en fait qui sont provisoires, qui sont ultra précaires et qu'on voit pas en fait. On voit l'extérieur, on voit le bâtiment, on voit qu'il y a un chantier, on voit pas ce qui s'y passe vraiment. C'est une forme de témoignage sans être dans le reportage. C'est dire que il y a ces objets, il y a ces personnes qui sont là. Voilà, c'est aussi une approche un petit peu politique politique de ces lieux-là. Donner de la visibilité à ces personnes qu'on voit pas nécessairement. Et puis c'est un des grands paradoxes de l'époque que le chantier montre bien, c'est que à une époque où on dématérialise, on numérise, on télétravaille, s'il y a bien un monde du concret où tout ça n'existe pas et où tout est tangible, effort, éléments et construction, c'est le chantier au sens très large du terme. Et cette figure du chantier, d'ailleurs, qu'on a probablement rétrogradé à la question des BTP, de la construction, du logement, etc. Les pyramides aussi sont des chantiers. Totalement. Et le caractère de cérémonie, le caractère presque sacré de construire de l'habitat, ou pas d'ailleurs, hein, l'habitat. Là, c'est quelque chose qui a perdu un petit peu, j'ai le sentiment, son lustre symbolique. Hein. On montre les bâtiments une fois qu'ils sont terminés, mais on montre peu finalement le monde du chantier. Alors là, voilà, tu as mis des photographies que j'aime beaucoup, et qui résonnent très bien avec Sisyphe. Parce que là aussi, sur le chantier de construction, tu regardes les objets, tu regardes les matières, tu regardes les personnages,
instruit, si je puis dire, de l'histoire de la photographie, de l'histoire de l'art, de la création contemporaine. Mais là, c'est manifeste. Alors, quelle est cette construction? Est-ce que c'est toi qui l'as réalisée ou... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'était assez rigolo en fait. Je crois que j'étais pendant le repérage pour Sisyphe. Et bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est toujours bien aussi les anecdotes. Ça permet de garder des souvenirs de situations. J'ai été, il me semble, sur le repérage de Sisyphe et en fait, il y a un camion qui passait ou un tracteur qui passait avec des briques, il a crevé. Et ils ont été obligés de descendre tous les agglos pour changer le pneu. Et voilà, moi j'étais là et le bon moment et voilà, ça résonne. Pourquoi aussi j'ai fait cette image? Parce que c'est aussi une espèce de, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une connexion entre le travail du chantier de construction et le travail de Sisyphe qui est un peu en perspective. Il est à l'horizon, il est juste derrière et c'est pour ça que j'aimais bien ce travail. J'avais une autre image peut-être, on la verra peut-être plus tard, mais c'était ça aussi, c'était l'idée d'essayer de connecter de manière sous-jacente pour moi en tout cas, ou pour peut-être des personnes qui verraient les photographies et le film, cette écriture, on va dire vidéo, cinéma, avec une narration qui n'est pas vraiment une narration, avec quelque chose d'un petit peu fantastique quand il plante son caillou, et en même temps quelque chose qui renvoie vers du concret, du réel, avec ces monticules ou ces agglos qui sont empilés les uns sur les autres. J'aime bien en fait ce genre d'image. Oui, parce qu'à la fois, comme souvent d'ailleurs chez toi, d'une grande efficacité, d'une grande sobriété, je veux dire simplicité, mais ça pourrait paraître péjoratif, mais elles sont simples au sens où il y a peu d'éléments et ça tient. Et c'est vrai que là, la disjonction, on pourrait dire, entre le matériel du préfabriqué, on va dire, et puis ce sol qui est fait lui aussi de pierre, mais pas de la même, il y a presque une contradiction et en même temps presque une perte d'échelle. On ne sait pas si on regarde une maquette, si on regarde une sorte, c'est presque un le modèle d'une sorte d'immeuble qui serait devant nous. C'est un mur qu'il suffit de franchir en le contournant. Enfin, et là, on comprend, mais c'est très bien d'avoir l'anecdote parce que on comprend que tout ce que nous pouvons mettre est le fruit quand même d'un certain hasard, quoi. Ouais. Alors après, tu avais d'autres figures. Oui, alors tout ce qui est comme ça, habits, sacs, bottes, cette espèce, c'est le répertoire c'est un peu la choséité en elle-même et des choses qui sont sans valeur, mais qui sont souvent fonctionnelles. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui est au cœur aussi des films. Hein. Oui. C'est-à-dire tout sert à quelque chose. Oui. En tout cas, pour les chantiers de construction, j'ai essayé volontairement ou involontairement de faire une espèce de typologie des objets qu'on pouvait trouver là-bas. Et après, par exemple, pour les films, c'est vrai que ce rapport, on est dans tout est fonctionnel en fait. Quand on voit, il a son échelle, il a son couffin dans Barj el-Meshqouq, le deuxième film qu'on a vu. Tout est utile et j'aime bien aussi cette idée qu'il y a pas. Je suis pas dans quelque chose de superflu. Tout est là, posé à son endroit pour un usage à un temps T. Et même dans le film, en fait, ça parle un petit peu de ça. Il y a quand même, il est assez précis, il est assez minutieux, autant dans Sisyphe, il y a beaucoup de dextérité dans son travail, mais aussi on retrouve ça en fait dans Barj el-Meshqouq, dans sa manière de travailler, dans sa relation même avec la NES. Il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la précision et j'essaie de capter ça dans les images, que ce soit moi qui fasse les images ou bien quand je travaille avec un chef opérateur ou quelqu'un, on est dans la discussion pour essayer de saisir ce genre de moments ou de choses assez précieuses en fait. Oui, et assez précise. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette économie ultra frugale dans le travail, dans les objets que tu photographies, objets sans ou avec peu de valeur, bon, c'est que tu les considères par la lumière, par le plan, par la manière de les isoler,
comme si c'était des choses précieuses. Oui. Elles deviennent précieuses. Elles deviennent donc des sculptures, puisqu'on peut appeler sculpture voilà, un objet qui serait disposé ou un ensemble. Et je crois que c'est ça qui fonctionne tout au long de ton travail, en tout cas dans ce qu'on en a perçu ce soir. C'est ta façon d'élever un geste, d'élever. Alors je repense à la scène du déjeuner ou du petit déjeuner où il fabrique ses sandwichs, mais c'est très précis. Enfin, je veux dire, tout est frustre, mais tout est clair, quoi. Et donc on retrouve ça tout le temps. Ben voilà, dans un squelette de bâtiment et une forme de simplicité. Et tu arrives à les consacrer. Alors ça, c'est toi intimement. On peut pas consacrer quelque chose si on n'a pas pour elle ou pour lui une grande considération. Oui. Je pense que oui, déjà, qu'on a un intérêt, en tout cas j'ai un intérêt, une considération pour toutes les choses. Et c'est vrai que par exemple, tu parles de la scène où il est en train de manger son pain avec son poisson, ou tous ces gestes, en fait, on a l'impression qu'ils sont calculés, etc. Mais quand on a tourné, par exemple, nous, on a... Quand je dis nous, c'est l'équipe, parce que je dis nous, c'est l'équipe parce qu'on était trois. Oui. Donc il y a quand même le chef opérateur avec qui on a des discussions. Il y a l'ingé son et il y a Mustapha. Voilà, c'est quand même un travail de groupe.